AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats. Je vous propose d'entrer ensemble dans un univers qui nous intrigue tous, un milieu un petit peu nébuleux et confidentiel, celui de la recherche sur le renseignement. On va découvrir le CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement, avec son directeur, Éric Dénessé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Agnews Sécurité. Merci de votre invitation. Alors j'ai pu écouter vos excellentes analyses sur le thème de l'espionnage dans un documentaire qu'on peut voir en replay sur France 5 et qui s'appelle Paris secret d'espion. Effectivement, vous êtes un spécialiste du renseignement car vous avez un parcours dédié à ce domaine de la sécurité-sûreté. Vous avez été officier analyste à la direction de l'évaluation et de la documentation stratégique du secrétariat général de la Défense nationale, directeur des études du Centre d'études et de prospective stratégique, fondateur du cabinet d'intelligence économique Argos, créateur du département d'intelligence économique du groupe Géos, entre autres, je n'ai pas tout cité. Vous avez été consultant pour le ministère de la Défense concernant l'avenir de nos forces spéciales, mais vous avez également été sur le terrain au Cambodge, aux côtés de la résistance anticommuniste, puis en Birmanie pour la protection des intérêts de Total contre la guérilla locale, et dans tous les pays concernés par les révolutions arabes, du Maroc à la Syrie, afin de suivre sur le terrain ces événements majeurs. Alors, déjà, la question que je voulais vous poser, c'était pourquoi le Centre français de recherche sur le renseignement a-t-il été fondé en 2000 ? Alors, la vraie raison, c'est qu'en tant que jeune officier d'enseignement, j'avais été frappé par le manque de compréhension des enjeux du renseignement de nos dirigeants politiques, ayant eu la chance de servir sous plusieurs hauts dirigeants et de fréquenter un certain nombre d'hommes politiques. On s'apercevait très vite que finalement, ils avaient une idée très fausse de ce qu'était l'enseignement. Et puis, une fois passé dans le secteur privé, quand on a développé les activités d'intelligence économique, on s'est aperçu rapidement que les dirigeants d'entreprise avaient les mêmes réserves. En clair, quand on fait du renseignement, soit on est un barbou, soit on est un magicien. C'est-à-dire que ou on nous prend pour des gens capables de choses extraordinaires, ou on nous méprise en disant qu'on fait des coups tordus. Et donc, en 99, avec une partie d'anciens du renseignement, issus de tous les services, DRG, de la DST, du renseignement militaire, de la DGSE, on a décidé de créer une revue, 99, une première revue, qui s'appelait Renseignement Opérations Spéciales. Revue papier, sous forme de petits livres, qui étaient publiés chez l'Harmattan. Et puis en 2000, on s'est dit, il faut qu'on aille au-delà, qu'on crée un centre de recherche, parce que notre rôle, finalement, on le définit comme étant triple. Un, c'est comment améliorer la connaissance du renseignement dans les parties prenantes politiques publiques, c'est-à-dire les parlementaires, les partis politiques, les dirigeants politiques qui ne le connaissent pas. Deux, comment améliorer la connaissance dans le monde universitaire, dans les élites économiques. Et puis troisième volet, pour le grand public. Et donc, en 2000, on crée le Centre français de recherche sur le renseignement, qui donc a maintenant 22 ans. Ouais. Et puis, le coup de chance, c'est horrible à dire, mais c'est 2001, les attentats du 11 septembre, c'est parce que ça a fait en sorte que le renseignement est arrivé dans le débat public, dans les médias. Une prise de conscience, en quelque sorte. Ça a été le révélateur et la prise de conscience qui nous a permis d'en parler de manière beaucoup plus dédramatisée qu'auparavant. Alors, c'est un think tank qui a plusieurs objectifs. Le premier, c'est développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement et à la sécurité internationale, l'apport d'expertise au profit des parties prenantes aux politiques publiques, que ce soit des décideurs, des administrations, mais aussi des parlementaires et bien évidemment les médias qui en sont friands, et la démystification du renseignement et l'explication de son rôle, vous le disiez, auprès du grand public. Oui, alors on a aussi bien été consulté sur les lois sur le renseignement. Quasiment tous les 5 ans, la majeure partie des états-majors politiques viennent nous voir, des candidats viennent nous voir pour avoir un jugement, mais nous ne sommes pas les seuls qui viennent voir, bien évidemment. Et puis, on a aussi essayé de travailler en profondeur et on a fait des livres pour enfants, tout un travail également sur les adolescents pour commencer à les sensibiliser à ce métier, parce qu'il est finalement très mal connu en France. Il est à la fois très fantasmé et très méprisé par d'autres aspects. Et donc, j'ai envie de dire, nous sommes une ONG qui est là pour promouvoir l'image du renseignement, parce que c'est à la fois quelque chose qui doit être fait de manière démocratique, et puis, je dis souvent, c'est une arme de paix. Parce que finalement, quand on est informé très en amont des activités des autres, eh bien, on peut gérer une situation avant qu'elle ne se avant que les choses ne se détériorent et d'éviter des conflits. Et le fait de communiquer, vous le disiez à l'instant, auprès des enfants ou des jeunes, est-ce qu'il y a aussi pour idée, quelque part, peut-être non seulement de susciter de l'intérêt de façon générale, mais peut-être d'attirer aussi de nouvelles recrues dans le renseignement? On en manque ?
Alors, c'est le but, non, on ne manque pas de recrues parce que ce métier fascine tellement que l'ensemble des services ont toujours plus de candidats que de postes à pourvoir. Ouais. Nous ne sommes pas des recruteurs, mais nous considérons que nous essayons de travailler en amont, à la fois, vous le disiez, vis-à-vis des enfants, des adolescents, mais aussi vis-à-vis du monde adulte et professionnel, parce que là aussi, le renseignement n'avait pas ses lettres de noblesse en matière d'histoire. On méconnaît l'histoire du renseignement dans notre propre pays, et nous avons lancé, il y a maintenant 2 ans, une encyclopédie de l'histoire mondiale du renseignement qui comprendra 8 tomes, qui est absolument unique au monde. Il y a les Britanniques, les Américains publient beaucoup plus que nous sur ce sujet, mais nous sommes les premiers à avoir mis en place cette encyclopédie. Et qu'on se procure comment pour ceux que ça et que les auditeurs pourront trouver aux éditions Ellipse. Voilà, donc 8 tomes. Le 4e sortira, qui concerne la Première Guerre mondiale, sortira à l'automne prochain. Excellent. Alors justement, 3 pôles sont développés, l'histoire du renseignement, l'observatoire du renseignement et la sécurité internationale. Pour commencer, quelles sont les missions du pôle histoire du renseignement? Justement, c'est d'arriver à recueillir au sein de livres, d'encyclopédies, vraiment, effectivement, un historique qui n'existait pas? Voilà. Alors, on recueille bien sûr des témoignages qui ne sont pas toujours publiés, mais que nous commençons à stocker quelque part. Il y a aussi tout un travail d'explication de ce qu'a été finalement l'histoire du renseignement français. Alors, depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge, oui, puisqu'on a sorti à la nuit des temps. Voilà, évidemment, c'est l'autre plus vieux métier du monde. Donc, nous avons fait des livres sur le renseignement au Moyen-Âge, notamment pour rappeler l'efficacité des structures de renseignement sous Louis XI. On ne pouvait pas parler de service strictement à ce moment-là. Et puis, sur toute la période de la Renaissance, de la Révolution. Donc c'est un vrai travail en profondeur dans notre propre histoire, parce que trop souvent nous avons l'impression que les Anglais, les Américains sont meilleurs que nous, parce qu'ils communiquent mieux et plus sur ces sujets-là, et donc nous avons réexhumé un certain nombre d'épisodes glorieux dans notre propre passé. C'était plus dans leur philosophie peut-être aussi de communiquer. Est-ce que, en ce qui concerne l'histoire du renseignement, vous vous intéressez uniquement à celle du renseignement français, ou vous faites aussi des éclairages sur les renseignements internationaux? Non, on passe la moitié du temps à travailler sur l'enseignement français, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus large. On travaille sur l'enseignement chinois, sur le renseignement russe, beaucoup sur l'enseignement israélien, américain, on couvre à peu près tout. De tout. En ce qui concerne l'Observatoire du renseignement, c'est un observatoire qui analyse le fonctionnement du renseignement moderne et ses évolutions, j'imagine. Là, notre but, c'est vraiment de porter un jugement sur quels sont les budgets, comment fonctionnent les services, quelles sont les organisations, qu'est-ce que c'est que le contrôle parlementaire, puisque de plus en plus, maintenant pratiquement dans toutes les démocraties, les services sont soumis à une forme de contrôle ou de suivi parlementaire. On regarde aussi l'évolution des technologies, le big data, comment est-ce que ça impacte le métier du renseignement, parce que finalement, ce qu'on sait assez peu, c'est que c'est un métier qui est non seulement très cloisonné en interne, mais dans lequel les acteurs ne se comparent pas, je dirais, en termes de benchmarking. Et on sait bien sûr, quand on est à la DGSE, globalement, comment marche le MI6 ou la CIA, mais en réalité, on ne fait pas d'études poste à poste pour savoir pourquoi un tel est plus performant sur ce sujet. Et bien sûr, nous fonctionnons en partie avec des informations confidentielles, mais essentiellement à partir d'informations ouvertes, il faut être lucide. Mais ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement secrètes. Et donc, nous nous intéressons beaucoup au fonctionnement en termes de développement. Quel est le niveau de performance d'un service? Est-ce qu'on peut juger de la performance d'un service de renseignement? Quelle est l'éthique dans le renseignement? Voilà. On est sur des problématiques on étudie les effectifs, les moyens, les budgets. Voilà. C'est vraiment l'actualité et le fonctionnement du business du renseignement. Et alors, le 3e pôle, c'est la sécurité internationale. Là, on est sur des analyses, des enjeux. Voilà, on est beaucoup plus sur les grandes questions géopolitiques. Alors, tous nos spécialistes, tous nos chercheurs ont bien sûr des connaissances politiques, mais on va les analyser à travers le prisme du renseignement. Alors que ce soit l'étude de la criminalité internationale, l'étude des conflits, comme ça se passe aujourd'hui en Ukraine ou au Karabakh avec l'Azerbaïdjan. On va aussi s'intéresser beaucoup à tout ce qu'est le cyber, à tout ce qui va être l'intelligence économique, c'est-à-dire voir l'application du renseignement dans ce domaine-là. Voilà, on est sur tous les grands domaines d'actualité, mais dans lesquels nous entrons sous l'angle du renseignement pour essayer d'avoir un décryptage différent de nos camarades qui font, eux, de la géopolitique et des relations internationales pures. Alors, comment fonctionne ce CF2R? Est-ce qu'il y a un système d'adhésion? Est-ce qu'on vous consulte? D'ailleurs, qui vous consulte? Qui fait appel à vous? Alors, nous nous sommes créés de manière tout à fait indépendante, donc mars 2000. C'est une association de 1901, puisque tous les think tanks en France, il n'y a pas d'autre statut. Il y a quelque chose en Alsace-Lorraine, mais nous avons adopté le système parisien. C'est de l'autofinancement.
à travers des dons, à travers des contrats d'études, à travers des subventions. Nous avons une vingtaine de chercheurs associés, ça varie selon les périodes, qui sont en partie bénévoles. C'est-à-dire que, comme toujours dans ce monde universitaire, quand on écrit, on le fait de manière gratuite. Alors, pourquoi ? Parce que la très grande majorité des chercheurs sont des anciens des services chez nous, donc qui sont souvent retraités. Et l'autre moitié vont être des jeunes universitaires qui n'ont pas nécessairement de centre de rattachement, que l'on aide à se spécialiser, à travailler sur les questions de renseignement, en leur apportant l'expertise de personnes qui ont fait du terrain, ce qui leur permet de faire des travaux de recherche et des publications de qualité. Puis, en courant d'année, en fonction des opportunités, ils sont associés à différents contrats de recherche rémunérés ou autres, mais il faut dire aujourd'hui qu'en France, monter un centre de recherche avec 20 chercheurs payés à plein temps, c'est impossible. Donc on a trouvé un modèle économique beaucoup plus astucieux. Et il y a 22 ans que nous existons, on a publié plus de 150 livres, des centaines voilà. Donc, mais qui fait appel à vous alors au fini ? Alors, nous avons une double structure en réalité. On va en parler. Voilà. Et pour cette première structure ? Alors, pour cette première structure, on postule sur un certain nombre de contrats d'études du ministère de la Défense, des institutions européennes, parfois d'acteurs économiques, mais dans ce cas-là, ça se fait par la seconde structure qu'on va évoquer dans un instant. Et puis, bien sûr, on travaille beaucoup avec les médias, les maisons d'édition. Nos chercheurs enseignent tous dans différentes facultés et universités. Voilà, donc on a une activité assez large. Alors justement, on parlait tout à l'heure des activités et des publications. En termes d'activités, on peut citer par exemple, j'en ai pris quelques-uns, le soutien à la recherche, des actions de sensibilisation, de formation spécialisée également, et des missions d'expertise de terrain et d'évaluation des conflits internationaux, si on peut un petit peu détailler ça. Oui, alors le soutien à la recherche, déjà, on décerne tous les ans un prix pour les étudiants qui travaillent sur des questions de renseignement, donc soit un prix des masters à Bac+5, soit un prix des doctorats. Donc on a un jury composé d'éminents universitaires et de professionnels du renseignement qui nous permet d'évaluer leurs travaux et d'encourager la recherche. On travaille aussi avec les maisons d'édition sur certaines traductions parce qu'il y a beaucoup en termes de renseignement de traduction d'ouvrages anglais ou américains avec une méconnaissance toujours des termes techniques exacts. Il nous arrive de conseiller des sociétés de production ou même des fictions sur certains films de cinéma sur des aspects sur les questions de renseignement. Voilà. Puis l'autre domaine que vous avez évoqué, c'est l'évaluation de conflits. On a monté un groupe francophone d'experts internationaux depuis 2011, depuis les révolutions arabes, qui nous a amenés à aller de nombreuses reprises sur le terrain, en Libye, en Syrie, dans tous les pays où il y a eu des révolutions arabes. Alors ça s'est arrêté avec la période du Covid. Ce que nous faisons systématiquement, c'est que nous allons voir les deux camps. En Syrie, on est allé voir Bachar et ses opposants. En Libye, on est allé voir Kadhafi, son Premier ministre, le chef des services. Et puis, au retour, on publie un rapport que l'on espère neutre. Bien reçu partout. On est bien reçu partout, puisque nous avions dans l'équipe Yves Bonnet, l'ancien directeur de la DST, qui était député UDF de Cherbourg. Nous avions Anne-Marie Lizin, qui est malheureusement disparue, qui était l'ancienne présidente du Sénat de Belgique, qui avait développé toutes les lois sur le renseignement, de contrôle parlementaire du renseignement en Belgique. Toute une série d'experts, une sénatrice algérienne, voilà. Donc c'était purement, tous les gens étaient francophones, on y tient, on considère que nous pouvons bâtir dans le monde francophone des relations étroites entre les acteurs, comme il en existe dans le monde anglo-saxon. Et en plus, ça permet de ne pas avoir qu'un point de vue français, il faut aussi élargir les points de vue. Et donc on a fait toutes les révolutions arabes comme ça, et on poursuit en ce moment, on travaille beaucoup sur l'agression de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh, près de l'Arménie. Vous disiez que vous avez été consulté par des productions pour des films. On peut citer certains films? Alors, il y en a une que probablement les téléspectateurs vont connaître. C'est Secret Défense, qui avait été tourné par Philippe Haïm. Alors, je n'ai plus la date en tête, dans lequel on a Gérard Lanvin, Vaina Cocciante. Voilà, c'est un des films sur lesquels nous étions intervenus. Bon, donc on ira revoir. Voilà. En termes de publication, vous le disiez aussi, des centaines de publications. Ça va de l'article au livre, en passant par l'encyclopédie. Oui, alors on est bien sûr, à partir du moment où on est centre de recherche, on existe uniquement en étant publié. Les Américains disent publish or perish, et donc je crois qu'on est à plus de 150 livres aujourd'hui en une vingtaine d'années. On a monté un certain nombre de revues et de lettres électroniques, une revue quotidienne sur les questions de renseignement qui paraît 5 fois par semaine. On a aussi une revue qui sort toutes les semaines, qui est un bulletin d'écoute. Un de nos chercheurs, qui est un ancien aussi du renseignement. Quand vous dites un bulletin d'écoute, c'est quoi? Un bulletin d'écoute, c'est un ancien du renseignement français qui écoute toutes les radios en langue française dans le monde, qui sont ouvertes, et qui fait un petit digest en 8 pages. Et on y apprend toujours des choses, parce qu'on écoute les Sud-Coréens, on écoute les Japonais, on écoute les Iraniens, qui sont tous les grands programmes étrangers de radio en langue française. Vous êtes toujours sur des formats
écrit, que ce soit papier ou internet? Vous n'êtes pas du tout sur du podcast ou de la vidéo? Alors, on commençait à faire des vidéos ces dernières années. On a toute une série de petites vidéos de 2 minutes 30 qui commencent à être faites, mais on est en train de réfléchir au bon format. Et vu qu'on fait énormément d'interventions dans les médias avec l'équipe, on trouve sur notre site tout l'essentiel des podcasts et des vidéos. Mais pour l'instant, nous n'en produisons pas encore nous-mêmes. C'est pas encore un aspect de métier qu'on maîtrise. Ça va venir, je le sens. Par contre, vous dites, c'est consultable, ces interviews que vous menez dans la presse française, entre autres, sur votre site. Tout ce qui est publication également, on peut... Alors, tout ce qui est alors, il y a plusieurs choses. On publie énormément de notes en ligne qu'on diffuse via notre site, via des mailings, via les réseaux sociaux. Donc, on peut les retrouver sur le site www.cf2r.org. Donc, c'est vraiment en libre accès. C'est une action qui est totalement désintéressée. Le but, c'est de donner de l'information. Et on y trouve les newsletters, on y trouve les analyses et on y trouve l'ensemble des interventions médias, vidéos et podcasts. Accessible à tous. Donc. Accessible à tous. Est-ce que vous avez des échanges avec la DGSE et la DGSI? Alors, nous en avons parfois, c'est extrêmement variable, parce qu'on retombe là dans un travers français. Quand on a quitté l'enseignement et qu'on parle de renseignement électeur des structures, on n'est pas toujours très bien vu. Donc, ça dépend de qui est à la tête d'un service à l'instant T, ça dépend... donc, c'est très variable, je ne rentre pas dans le détail. Ça dépend du relationnel du moment. Ça dépend du relationnel du moment, de la façon dont on est perçu, des jalousies, des choses que l'on peut dire qui déplaisent. Donc, c'est extrêmement variable et partagé, parfois de très bonnes relations, parfois des relations plus distantes. Donc, et nous insistons sur notre indépendance parce qu'effectivement, nous tenons à être libres dans nos déclarations. Alors, nous avons aussi toute une série de relations avec des services étrangers. On a adopté un point de vue qui peut surprendre, mais qui pour nous est très important. Nous parlons surtout à ceux qui ont été nos ennemis. Parce que finalement, échanger uniquement avec les Britanniques et les Américains, c'est intéressant, mais on sait ce qu'ils vont nous dire. On tourne un peu en rond au bout d'un moment. On ne tourne pas en rond, parce qu'il y a toujours... Enfin, vous savez ce que je veux dire, mais effectivement, pour tous ceux qui ont quitté l'enseignement, on se dit, à un moment donné, on ne pouvait pas parler aux adversaires, parce qu'on était toujours soupçonnés d'avoir été recrutés. Et depuis que nous avons créé le centre, nous avons par exemple d'excellentes relations avec les Israéliens et les Iraniens. On a parlé au service libyen, on a parlé au service syrien, on parle aux Turcs, Voilà, on a des relations, pareil, ça dépend de qui est le patron de ces services. Mais voilà, on essaie de bâtir, et de manière tout à fait transparente et ouverte, des relations avec l'ensemble des acteurs de ce monde de l'ombre, si je puis dire. Alors, il y a donc une deuxième entité qui s'appelle CF2R Service, qui est là une société de conseil en risk management. Si vous pouvez détailler pourquoi vous avez créé cette entité qui est différente quand même. Voilà, alors c'est le même logo évidemment, mais au bout d'un moment, lorsqu'on a créé le centre, on s'est dit on veut être reconnu organisation d'intérêt général pour pouvoir bien sûr recevoir des dons, des subventions. Donc on s'est dit il faut qu'on ait nos activités commerciales sur les contrats d'études, sur les quelques petites prestations que nous faisons, soient déconnectées. Donc on a créé cette deuxième structure qui est une SARL, alors qu'on présente sous l'angle du risque management parce qu'on ne vend pas de renseignement au sens propre du terme. Et là, ce que l'on y fait, si vous voulez, c'est deux choses. C'est des actions de formation et des actions d'études et d'enquête. Avec 4 axes principaux. Notre pratique du renseignement nous amène à nous spécialiser sur ce qu'on appelle les risques non conventionnels. Oui. Et on identifie les risques non conventionnels comme étant, d'une part, le risque géopolitique, c'est-à-dire comment est-ce que l'évolution de la géopolitique internationale, des conflits, du terrorisme peuvent impacter la vie des entreprises lorsqu'elles font l'export. Tout à fait un exemple, un grand assureur nous contacte en nous disant « Je voudrais recalculer mes primes d'assurance dans le Golfe Persique. Faites-moi un scénario, qu'est-ce que pourrait être un conflit entre Israël et l'Iran autour du nucléaire? Est-ce qu'il y aurait des combats à terre, au sol ?» Voilà. Et donc, à partir du scénario que nous allons écrire, ou de l'étude que nous allons faire pour lui, il va pouvoir se dire comment je recalcule mes primes. Donc, nous faisons aussi de la préparation de manière assez ponctuelle à l'expatriation dans des zones à risque ou de l'évaluation de zones à risque. Deuxième domaine sur lequel nous travaillons, c'est tout ce qu'on appelle le risque criminel. Comment aujourd'hui la criminalité partout dans le monde se développe. Et donc, de temps en temps, nous avons des demandes sur des entreprises. Nous disons, voilà, on doit accepter une mission en tant que société de conseil, mais on trouve que le dossier est assez litigieux, ou on doit faire une opération de fusion-acquisition ou passer un partenariat. Donc, on intervient aussi sur cet aspect-là. Troisième domaine, ce qu'on appelle le risque
concurrentiel. Là, c'est vraiment l'espionnage entre firmes, ce que souvent on qualifie d'intelligence économique. Donc, et puis, dernier domaine, le risque sociétal. Le risque sociétal, c'est l'étude, et là c'est un de nos points forts, l'étude de tous ces nouveaux mouvements de société qui viennent perturber le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, on travaille sur les animalistes, les écologistes radicaux, l'extrême droite, l'extrême gauche, l'islam sectaire en entreprise. Alors, nous ne sommes pas au sens propre une entreprise de conseil. Bien sûr, nous avons une activité commerciale, mais notre but n'est pas de développer ça de manière exponentielle et d'avoir 50 salariés. C'est un double objectif. Premier objectif, c'est bien sûr de financer nos activités. Et deuxième objectif auquel je tiens, c'est qu'il est important pour nous que nos chercheurs gardent un pied dans l'opérationnel. Il ne s'agit pas de rentrer dans une logique mécaniste où on va faire 20 missions par an, ça on n'aime pas trop ça en réalité, mais si on veut rester expert en son domaine, il faut être capable de passer de la réflexion à l'action. Parce que si on n'est que dans la réflexion, on est des universitaires, j'allais dire presque parfois au sens péjoratif du terme. Si on n'est que dans l'action, c'est un beau métier, mais on ne prend pas assez de recul. Et par exemple, sur ces risques sociétaux, on est à la fois capable de faire un livre sur l'évolution des mouvements animalistes violents et en même temps, de temps en temps, de faire une mission au profit d'une entreprise qui nous le demande. Je voulais juste souligner le fait que les formations sont destinées, bien évidemment, aux politiques, aux administrations, mais aussi aux médias et aux entreprises. Oui, c'est important. Alors ça, on a un autre aspect qui est en plein développement et là, pour le coup, on s'attache on offre quelque chose d'assez original. C'est à la fois de la formation sur le renseignement stricto sensu. Un certain nombre d'États africains nous le demandent. On ne forme pas des gens opérationnels parce que la loi française nous l'interdit, qu'on ne veut pas rentrer là-dedans. Mais on peut former des préfets, des officiers qui n'ont jamais été dans le renseignement et qui un jour vont se retrouver à la tête ou à un poste de direction dans un service. Et puis, on a toute une série de petites formations. On a la chance d'avoir beaucoup de clients sur ce thème-là pour les sensibiliser à toute une série de risques et de réalités qui, aujourd'hui, les concernent au premier chef. Alors, j'ai une dernière question qui est un peu indiscrète, mais j'aime bien la poser car tout le monde se la pose. Est-ce qu'il faut avoir été ou être encore agent secret pour être au sein du Centre français de recherche sur le renseignement ? Écoutez, non, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on de nouveaux chercheurs nous rejoignent, on arrive toujours à un équilibre. Des anciens des services qui ont envie d'écrire et de contribuer à améliorer l'image du renseignement en France, et puis des jeunes chercheurs qui viennent. On essaie toujours de garder cet équilibre-là. Pourquoi ? C'est important pour nous parce qu'il faut qu'il y ait des hommes de métier, mais en même temps, il faut aussi faire attention à ne pas rentrer dans les mythomanies, et c'est ce qu'on essaie de faire. J'espère avec succès, mais ce n'est pas véritablement à nous de juger. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Alors, si vous voulez plus d'informations, allez consulter effectivement les nombreuses publications. C'est sur le site internet qui s'affiche une deuxième fois dans cette émission, www.cf2r.org. Voilà. Merci beaucoup à Benjamin Soueté à la réalisation et à la Dream Team Agora à la production de cette émission. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. AG2R La Mondiale a été heureux de vous présenter Face aux syndicats.